Imaginez que vous sortez de chez vous et qu'il n'y a personne autour de vous. Les rues sont vides, les fenêtres sont sombres et le seul son que vous entendez, ce sont vos propres pas sur l'asphalte craquelé. Ce n'est pas la bande-annonce d'un film de science-fiction ni un cauchemar dont on voudrait se réveiller au plus vite, ce sont des lieux bien réels sur notre planète où la vie s'est arrêtée et où le temps s'est transformé en une pause infinie. Nous avons trouvé 5 villes fantômes dont chacune effraie à sa manière, de centaines de châteaux identiques s'étendant jusqu'à l'horizon, semblables à un bug dans une simulation informatique, jusqu'à une cité médiévale qui glisse lentement dans le vide avec la falaise sur laquelle elle se dresse depuis plus de 1000 ans. Dans cette vidéo, nous allons progresser du simplement étrange vers le véritablement terrifiant. Et si vous pensez que le plus effrayant ce sont des bâtiments vides et le silence, attendez de découvrir la ville où le sol brûle littéralement sous les pieds depuis plus de 60 ans et où éteindre ce feu est impossible, ni aujourd'hui, ni dans les siècles à venir. Quant à l'histoire du lieu qui occupe la première place de notre classement, elle ressemble au scénario d'une catastrophe d'ampleur planétaire, sauf qu'elle ne s'est pas produite dans un film, mais sous les yeux du monde entier à l'ère de la télévision en couleur et des informations par satellite. Une capitale insulaire tout entière a été ensevelie en quelques minutes, et aujourd'hui, pour regarder par les fenêtres du deuxième étage de ces bâtiments, il suffit de s'accroupir car tout le reste est caché sous une épaisse couche de cendres de plusieurs mètres. Prêt à voir à quoi ressemble le monde sans nous? Alors commençons par un endroit devant lequel le cerveau refuse de croire à la réalité de ce qu'il voit. On dirait que quelqu'un a pris un seul et même objet et l'a copié des centaines de fois, remplissant toute une vallée de bâtiments absolument identiques. Sec. Quand on voit cet endroit pour la première fois, on éprouve une étrange sensation, comme si la réalité avait buggé, comme si quelqu'un, dans un gigantesque logiciel de retouche graphique, avait sélectionné un seul objet, maintenu la touche de collage enfoncée et ne l'avait relâché qu'une fois la vallée entière remplie de copies identiques. Mais ce n'est ni de l'infographie ni un plan tiré d'un film fantastique, c'est un point bien réel sur la carte de la Turquie, dans la pittoresque province montagneuse de Bolu. Et son nom est Burj Al Babas. Ce projet avait été conçu comme un lotissement de prestige pour de riches investisseurs du Moyen-Orient. Les promoteurs voyaient grand et avaient décidé que de simples villas, c'était trop ennuyeux. À la place, ils ont commencé à ériger de véritables châteaux miniatures. Donc chacun ressemble à une copie low cost du palais de la Belle au bois dormant de Disneyland. Des flèches gothiques pointues, des toits en tuiles grises, des façades blanches finement ouvragées, des tourelles rondes décoratives. Et tout cela à une échelle industrielle, maison après maison, rangée après rangée. Si serrés les uns contre les autres que depuis la fenêtre d'un château, on peut facilement toucher le mur du voisin en tendant le bras. La construction a démarré en 2014 avec un faste véritablement impressionnant. Le plan directeur prévoyait 732 châteaux, un centre commercial, des bains turcs et une mosquée. Le prix d'entrée pour une seule de ces résidences commençait à 400 000 $, et cela n'effrayait pas les acheteurs, bien au contraire, cela attisait la frénésie. Environ 350 châteaux avaient été vendus alors qu'il n'existait encore que des fondations et de belles images de synthèse dans les brochures publicitaires. Les gens payaient des centaines de milliers pour le rêve d'une résidence d'été en montagne et pendant un temps, il semblait que ce conte de fées allait réellement devenir réalité. Mais ensuite, les circonstances ont changé de manière brutale et impitoyable. La crise économique, l'effondrement des prix du pétrole, les turbulences politiques dans la région, tout cela a frappé le projet simultanément et de tous les côtés. Les investisseurs, qui la veille encore faisaient la queue pour ces petites maisons de princesses, ont commencé à annuler massivement leurs transactions et à exiger le remboursement. Les flux financiers se sont taris, tandis que les dépenses continuaient de croître. En 2018, la société de promotion immobilière a officiellement déclaré faillite, laissant derrière elle une dette de 27 millions de dollars et une vallée remplie jusqu'à l'horizon de squelettes de béton, vestiges d'ambition déchues. Aujourd'hui, Burj Al Baba produit une impression dont il est difficile de se défaire. 587 châteaux inachevés se dressent en rangées parfaitement alignées, s'étirant en loin. Le silence ici est si dense et si oppressant qu'il commence à peser sur les oreilles au bout de quelques minutes seulement. À l'intérieur de la plupart de ces constructions, il n'y a que du béton brut, des gravats de chantier au sol et des escaliers en colimaçon qui s'interrompent dans le vide, car les étages supérieurs n'ont jamais été achevés. Jamais une lumière ne s'est allumée aux fenêtres, jamais un rire d'enfant n'a résonné, jamais une odeur de dîner n'a flotté dans l'air. Sex 03.
Ces maisons sont mais inhabitées et elles le resteront pour toujours. Il existe en psychologie un concept qui décrit parfaitement la sensation que procure cet endroit, l'effet de la vallée dérangeante. C'est lorsqu'un objet a l'air presque normal, presque correct, mais qu'un détail insaisissable trahit l'imposture et le cerveau commence à envoyer des signaux d'alarme. Ici, cet effet fonctionne à plein régime. Tout autour est trop géométriquement parfait, trop symétrique, trop identique et en même temps absolument dépourvu de toute présence de vie. En hiver, quand les toits gris se couvrent de neige et que le ciel se voile de nuages de plomb, le paysage devient franchement accablant. Des centaines de silhouettes identiques dans un linceul blanc ressemblent à des pierres tombales dans un cimetière d'espoir et d'illusions financières. Les touristes qui s'aventurent parfois jusqu'ici racontent tous la même chose, une étrange sensation d'être observés depuis des centaines de fenêtres vides, un désir de partir au plus vite, une inquiétude inexplicable qui grandit à chaque minute de promenade le long de ces interminables façades silencieuses. Le lotissement, conçu comme l'incarnation du luxe et du prestige, est devenu le symbole de tout le contraire, un monument au vide et à la surestimation de ses propres forces. Cela dit, Bourj al-Baba, c'est une ville qui n'a jamais vraiment eu le temps de naître. Elle est restée coincée quelque part entre le plan et la réalité. Mais que se passerait-il si l'on investissait non pas des centaines de millions, mais des centaines de milliards? Si l'on construisait non pas un lotissement, mais une métropole entière, avec des gratte-ciel, des stades et un opéra, méta sec 0,2, en faisant tout à la perfection, selon les dernières avancées de l'ingénierie. Cela garantirait-il que quelqu'un veuille y vivre? Il s'avère que non, et la preuve se dresse au milieu des steppes de Mongolie intérieure. Cette ville est conçue pour 1 million d'habitants, d'immenses avenues à 6 voies avec un marquage impeccable, des gratte-ciel futuristes aux façades de verre, des arènes sportives gigantesques, des parcs soignés avec des fontaines, des écoles, des hôpitaux, des centres commerciaux. Tout est neuf, tout brille, tout fonctionne. Mais dans les rues, il n'y a pas âme qui vive. Bienvenue à Kangbashi, un quartier de la ville d'Ordos en Mongolie intérieure, la ville fantôme la plus chère et la plus colossale ayant jamais existé sur notre planète. Pour comprendre comment une telle chose a pu se produire, il faut remonter au début des années 2000. C'est alors que d'immenses réserves de charbon ont été découvertes dans cette région. L'argent a afflué à flot et les autorités locales ont eu le vertige face à l'ampleur des possibilités. Elles ont décidé de construire ni plus ni moins qu'un Dubaï au milieu de la steppe infinie. Des centaines de milliards de dollars ont été injectés dans le projet, les meilleurs architectes du monde ont été invités et un chantier a été lancé. Et il faut reconnaître que, du point de vue de l'ingénierie, ils ont véritablement accompli un prodige. Un musée y a vu le jour, dont la forme évoque une gigantesque goutte de mercure liquide figée sur une surface plane. À côté, une bibliothèque conçue de telle sorte qu'elle ressemble, vue de l'extérieur, à une pile d'énormes livres penchés. Un peu plus loin, un opéra dont les contours rappellent la coiffe d'un khan mongol. Et plus loin encore, un stade qui semble assemblé à partir d'os entrelacés d'un dragon mythique. Chacun de ces bâtiments, pris isolément, pourrait devenir le fleuron architectural de n'importe quelle métropole au monde. Mais ici, ils sont alignés les uns à côté des autres. La sensation que procure une promenade au centre de Kangbashi est difficile à exprimer avec des mots. Imaginez que vous êtes le dernier survivant d'une histoire de science-fiction dans laquelle l'humanité a disparu instantanément et sans laisser de traces. Les feux de signalisation changent docilement de couleur, vert, jaune, rouge, pour des voitures qui ne roulent pas et qui, semble-t-il, ne rouleront jamais. Des balayeurs en gilet orange nettoient consciencieusement des avenues sur lesquelles il n'y a pas un seul mégot ni un seul papier, car il n'y a tout simplement personne pour salir. Dans les vitrines des centres commerciaux, des mannequins habillés selon la mode de la décennie passée se tiennent debout, mais les portes d'entrée de ces magasins sont verrouillées à double tour et aucune trace de client n'est visible derrière les vitres. Les appartements de ces impressionnantes tours résidentielles ont été raflés par les investisseurs presque instantanément comme des petits pains sur le marché de l'immobilier. Mais aucun des acheteurs n'avait l'intention d'y vivre. Les prix des logements se sont avérés exorbitants pour les gens ordinaires, et le travail dans la ville, si l'on accepte la construction elle-même, était pratiquement inexistant. Pourquoi déménager dans un endroit où il n'y a rien à faire, même si cet endroit ressemble à une ville du futur ? Kangbashi produit une impression particulièrement forte après le coucher du soleil. Quand l'obscurité tombe, les immenses complexes résidentiels se transforment en masses noires et silencieuses sur fond de ciel steppique. Et dans seulement une ou deux fenêtres sur tout un immeuble de plusieurs étages, une faible lumière scintille parfois. Ce sont soit des gardiens solitaires assurant leur veille dans des halls vides, soit les rares personnes mutées ici que les autorités ont littéralement contraintes à s'installer, métapause, sec 0,2, en transférant à Kangbashi une université et quelques administrations.
Mais même ces résidents forcés ne parviennent pas à remplir un espace conçu pour 1 million de personnes. Sur la place centrale, qui porte le nom de Gengis Khan, se dressent de gigantesques statues de chevaux en bronze lancées au galop dans le vide. Ils chargent en avant, pleins d'énergie, puissants, en plein mouvement, mais autour d'eux, il n'y a ni cavaliers, ni spectateurs, ni le moindre signe que cet espace appartient à des êtres vivants. Votre cerveau voit devant lui une ville moderne à part entière, mais vos oreilles ne captent que le sifflement du vent de la steppe qui s'engouffre entre les façades de verre et soulève une fine poussière sur les aires de jeu désertes où les balançoires n'ont jamais oscillé. Kangbashi démontre de manière éclatante une chose simple mais non moins essentielle. Une ville, ce n'est pas du béton, ni du verre, ni les formes architecturales les plus audacieuses, ni les solutions d'ingénierie les plus avancées. Une ville, c'est avant tout des gens qui la remplissent de leur présence, de leur voix, de leur rituel quotidien. Et sans les gens, même l'architecture la plus géniale n'est rien d'autre qu'un caveau élégamment décoré. Méta. Ce qui a manqué à Kangbashi, c'est la vie, bien que tout le reste y fût en abondance. Mais le prochain lieu de notre liste en est l'exact opposé. Cette ville a jadis débordé de vie. Elle s'est dressée au sommet d'une falaise pendant plus de 1000 ans, a survécu aux épidémies, aux guerres et aux raids de brigands. Elle semblait imprenable et éternelle, jusqu'à ce qu'on découvre que son ennemi principal avait toujours été la terre même sur laquelle elle reposait. Dans le sud de l'Italie, dans la région aride et austère de Basilicate, il y a une falaise dont la vue coupe le souffle. Elle s'élève au-dessus de la vallée environnante comme un mur presque vertical, et à son sommet, à 400 mètres d'altitude, s'entasse quelque chose qui ressemble à la fois à une fourmilière géante, à des alvéoles taillées dans la pierre, et à une forteresse médiévale sortie d'une ancienne gravure. C'est Craco, une ville qui semble avoir poussé de la roche elle-même, qui a fusionné avec elle de façon indissociable et qui maintenant sombre lentement dans le néant avec elle. Pour comprendre pourquoi des gens ont décidé de bâtir des habitations dans un endroit aussi difficile d'accès, il faut se transporter mentalement 13 siècles en arrière, au 7e siècle de notre ère. À cette époque, personne ne pensait aux vues pittoresques ni à l'attrait touristique. Un seul motif guidait les gens, la survie. Le sommet d'une falaise escarpée constituait un refuge idéal contre les raids des Sarrasins et autres envahisseurs qui ravageaient régulièrement les côtes et les plaines. Des ruelles étroites et sinueuses où un détachement de cavalerie ne pouvait pas passer. Des escaliers de pierre taillés directement dans la roche. De puissantes tours de guet, d'où l'ennemi était visible bien avant son approche. Craco n'était pas un simple village, c'était une citadelle imprenable. Un véritable nid d'aigle qu'aucun conquérant n'a jamais réussi à prendre d'assaut. Au cours de son incroyablement longue histoire, cette ville a connu tant de choses qu'il y aurait de quoi écrire une dizaine de romans historiques. Elle a connu son apogée au Moyen-Âge, quand des moines et des seigneurs féodaux vivaient entre ses murs, quand les églises se paraient de fresques et que le commerce battait son plein sur la place du marché. Elle a survécu aux terribles vagues de peste. Au XVe siècle, la mort noire a fauché des centaines de familles, transformant les ruelles étroites en couloirs de deuil et de désespoir. Elle a résisté à d'innombrables attaques, sièges et tentatives de pillage. Siècle après siècle, Craco tenait bon, agrippé à sa falaise. #Atmeta, pause, sec, 0,2, et il semblait que rien au monde ne pouvait briser cet entêté de pierre. #Atmeta, pause, sec, 0,5. Mais son ennemi principal se cachait non pas derrière l'horizon, mais juste sous ses pieds. Le socle, sur lequel les habitants comptaient depuis des siècles, s'est avéré être un traître. Au XXe siècle, des processus irréversibles se sont enclenchés. Des décennies de mauvaises pratiques agricoles sur les pentes, l'abattage massif des arbres dont les racines retenaient le sol, la pose de canalisations modernes perturbant la circulation naturelle des eaux souterraines, tout cela a rendu les pentes argileuses de la colline dangereusement instables. La terre sous la ville a commencé à bouger. Les glissements de terrain se succédaient, emportant à chaque fois un morceau d'histoire. Des fissures, fines comme des toiles d'araignée, se propageaient sur les murs des maisons anciennes, se transformant progressivement en fractures béantes. Des sections entières de routes s'effondraient dans le précipice avec des fragments de bâtiments. Vivre à Craco n'était plus simplement inconfortable, c'était devenu mortellement dangereux. Chaque matin, on pouvait être certain que le bout de rue emprunté la veille existait encore. En 1963, les autorités ont pris une décision difficile mais inévitable, évacuer entièrement la population. Environ 2000 personnes ont été contraintes de quitter à jamais les maisons où leurs familles avaient vécu pendant des générations pour s'installer dans un camp de fortune aménagé dans la vallée en contrebas. Plus de 60 ans se sont écoulés depuis ce jour et Craco se tient toujours sur sa falaise. Mais ce n'est plus une ville vivante, c'est un monument monolithique à elle-même, une sculpture figée de pierre et de temps.
Contrairement aux friches urbaines modernes typiques, qui se couvrent rapidement de graffitis et de mauvaises herbes, ici tout est différent. Les murs de Cracow ont fusionné avec la roche de façon si solide qu'il est impossible de les séparer. La ville ne s'effondre pas, elle glisse lentement vers le bas avec sa base, comme un glacier, 1000 fois plus lentement et 1000 fois plus tristement. Si vous parvenez à y pénétrer, ce qui n'est possible qu'avec un casque de protection et exclusivement accompagné d'un guide agréé, vous vous retrouverez dans un labyrinthe où seul le vent se promène. Dans les embrasures vides, au lieu de portes, c'est le bleu perçant du ciel italien qui vous accueille. Dans les églises en ruine, sur les murs craquelés, on peut encore distinguer des fragments de fresques anciennes et apercevoir les restes d'autels de marbre que seuls contemplent désormais les pigeons et les lézards se chauffant sur les pierres tiédies par le soleil. Des escaliers mènent à des étages qui n'existent plus depuis longtemps. Des fenêtres en arc encadrent les panoramas de la vallée comme des tableaux dans des cadres de pierre. Cette beauté austère, presque surnaturelle, n'est pas passée inaperçue. Cracow est devenu le lieu de tournage favori des cinéastes qui n'ont pas besoin de dépenser des millions pour construire des décors. Ici, tout est authentique, imprégné d'une histoire véritable. C'est précisément parmi ces ruines que des scènes de plusieurs grandes productions hollywoodiennes ont été tournées, et les murs de pierre de Cracow ont été vus sur grand écran par des millions de spectateurs à travers le monde, sans même soupçonner qu'il ne s'agissait pas d'accessoires, mais d'un lieu réel avec un destin millénaire. Mais les glissements de terrain n'ont pas cessé. La falaise continue de se désagréger, glissant millimètre par millimètre vers le bas. Chaque année, Cracow perd encore un peu, et un jour, dans des décennies peut-être, dans des siècles peut-être, la gravité achèvera ce qu'aucun conquérant n'a réussi en 13 siècles. La ville qui a survécu aux épidémies, aux guerres et aux raids sera finalement vaincue par le mouvement silencieux et implacable de la terre sur laquelle elle repose. Cracow enseigne l'humilité. Même la pierre, debout depuis 1000 ans, finit un jour par céder. Cracow se désagrège lentement et presque majestueusement, comme s'il quittait la scène avec la dignité d'un vieil acteur. Mais les 2 derniers lieux de notre liste ignorent le mot progressivement. La ville suivante n'a pas glissé, ni vieilli, ni se vidé au fil des décennies. Elle a été anéantie par une seule erreur humaine. #atmeta, pause, sec, 0,2. Si banal qu'on a du mal à y croire. Et les conséquences de cette erreur sont impossibles à réparer, ni maintenant, ni dans 250 ans. Car le feu qu'elle a allumé brûle encore, juste sous la terre. Si vous avez déjà joué au jeu vidéo culte Silent Hill ou vu le film du même nom, vous vous souvenez certainement de cette image. Une petite ville abandonnée, enveloppée d'un brouillard éternel, des cendres grises tombant lentement du ciel, et quelque part sous la terre, un grondement sourd et perçant qui donne envie de fuir sans se retourner. La plupart des gens sont convaincus que ce cauchemar a été entièrement inventé par des scénaristes, mais peu savent qu'il possède un prototype absolument réel. Une ville où la terre brûle littéralement sous les pieds depuis plus de 60 ans, et ce feu ne compte pas s'éteindre, ni de notre vivant, ni du vivant de nos enfants, ni de celui de nos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Avant la fatidique année 1962, Centralia, dans l'état de Pennsylvanie, était une petite ville minière, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, comme il en existe des dizaines en Amérique. Environ 1000 habitants, 5 hôtels, 7 églises, des écoles, des bars, des pharmacies. Les gens extrayaient de l'anthracite, l'un des meilleurs types de charbon au monde, allaient à la messe le dimanche, célébraient les fêtes et faisaient des projets d'avenir. Rien ne laissait présager que leur petit monde douillet allait se transformer en un lieu que les journalistes qualifieraient plus tard d'équivalent le plus proche de l'enfer à la surface de la Terre. La catastrophe a commencé par une décision qui semblait à l'époque parfaitement routinière. Le conseil municipal avait décidé de nettoyer la décharge locale pour le Memorial Day, une fête nationale. La décharge se trouvait dans un ancien puits de mine abandonné et le moyen le plus simple de se débarrasser des ordures accumulées était de les brûler. Les pompiers sont venus, ont mis le feu aux déchets et sont repartis comme ils l'avaient fait à de nombreuses reprises les années précédentes. La procédure était si habituelle que personne ne s'est interrogé sur les conséquences possibles. Mais cette fois, tout a mal tourné. Le feu a trouvé une fissure inaperçue dans la roche, s'est enfoncé profondément sous terre et s'est propagé aux riches veines de charbon qui s'étendaient sous toute la superficie de la ville. Ainsi a commencé un incendie souterrain qu'il s'est avéré impossible d'arrêter, ni à l'époque, ni aujourd'hui, ni selon les calculs des géologues dans un avenir prévisible. Au début, les habitants ne mesuraient pas l'ampleur du désastre en approche. De minces filets de fumée s'élevaient çà et là du sol, mais tout le monde mettait cela sur le compte de la combustion résiduelle des déchets et était persuadé que tout s'arrêterait de soi-même en quelques semaines. Cela ne s'est pas arrêté.
De mois en mois, la situation devenait de plus en plus sinistre. L'asphalte des routes a commencé à chauffer au point qu'il était douloureux de le toucher de la main. En hiver, la neige fondait avant même de toucher le sol. Au-dessus de certaines portions de rue flottait un air brûlant et tremblant, comme au-dessus d'une poêle incandescente. Dans les caves des maisons, la température montait jusqu'à 80 degrés, faisant fondre le câblage électrique et transformant les sous-sols en sauna. Atmeta, sec 0,3. Mais le plus terrifiant n'était pas la chaleur, mais ce qui est invisible à l'œil nu. Sec 0,4. Le monoxyde de carbone, invisible, inodore et absolument impitoyable, a commencé à s'infiltrer depuis les entrailles de la Terre directement dans les habitations. Les gens se plaignaient de nausées persistantes, de vertiges et d'évanouissements. Des enfants perdaient connaissance en plein jeu dans la cour. Mais même après cela, beaucoup refusaient de croire que leur ville était condamnée. Il a fallu un incident si effrayant qu'après lui, plus personne n'a eu le moindre doute. En 1981, un garçon de 12 ans nommé Todd Domboski jouait dans le jardin de sa propre maison quand la terre s'est soudainement ouverte sous ses pieds. Sans avertissement, sans le moindre son, le sol s'est simplement effondré et l'enfant a plongé vers le bas dans un gouffre fumant et brûlant. Il a eu une chance incroyable. Il a réussi à s'agripper à une racine d'arbre qui dépassait de la paroi de l'effondrement et il est resté suspendu au-dessus du vide jusqu'à ce que son cousin accourt et le hisse en sécurité. La profondeur de cette cavité atteignait 45 mètres, c'est la hauteur d'un immeuble de 15 étages, et la température à l'intérieur était telle que la survie se serait comptée en minutes. Sec 0,5. Cet incident a été le point de non-retour. Le Congrès des États-Unis a alloué 42 millions de dollars pour l'évacuation totale de Centralia. L'État a racheté les maisons aux habitants à leur valeur marchande. Hashtag #META sec 0,2, puis les raser immédiatement au bulldozer pour que personne ne soit tenté de revenir. Rue après rue, quartier après quartier, la ville était méthodiquement effacée de la surface de la Terre. Sec 0,3, transformée en un réseau vide de routes envahi par les broussailles. Aujourd'hui, Centralia est un endroit difficile à croire, même en s'y tenant debout. Il ne reste presque plus de maisons, mais les trottoirs sont toujours là, intacts, bien entretenus, menant d'un terrain vague à l'autre. Des escaliers en briques s'élèvent vers des portes d'entrée qui n'existent plus et s'interrompent dans le vide. Le code postal de la ville a été supprimé de toutes les bases de données gouvernementales, comme si quelqu'un avait décidé d'effacer jusqu'au souvenir que des gens avaient un jour vécu ici. Meta, sec 0,5. Mais l'endroit le plus impressionnant et le plus effrayant de Centralia, c'est le tronçon abandonné de la route numéro 61, surnommée par les gens la route des graffitis. L'asphalte y est soulevé en vagues monstrueuses, fissuré et ouvert par de profondes déchirures, comme la peau d'une créature immense tentant de s'extirper de sous la terre. Et de ces fissures, 24 heures sur 24, sans interruption, été comme hiver, s'échappe une épaisse fumée âcre de soufre. Le sol ici est brûlant au toucher. Si l'on reste trop longtemps au même endroit, les semelles des chaussures commencent à ramollir et à se déformer sous l'effet de la chaleur. L'air sent le soufre et la suie. On a la sensation que la fine croûte du sol est la seule chose qui nous sépare d'un brasier déchaîné en contrebas. Selon les estimations des géologues, les réserves de charbon dans les veines sous l'ancienne ville sont suffisantes pour que l'incendie souterrain se poursuive encore au minimum 250 ans. Le feu rampe lentement, mais inexorablement sous terre, dévorant de nouveaux secteurs, élargissant la zone sinistrée centimètre par centimètre. Centralia est l'apocalypse la plus lente et en même temps la plus inéluctable de la planète. Un lieu où un seul acte irréfléchi a déclenché une réaction en chaîne que ni l'argent, ni la technologie, ni le temps ne peuvent arrêter. Centralia effraie parce que sa catastrophe est l'œuvre de l'homme et s'étend sur des siècles. Mais nous arrivons au dernier chapitre de notre liste et la dernière ville ne connaît pas le mot progressivement. Son histoire n'est pas une lente combustion, mais un coup instantané d'une telle puissance qu'une capitale entière a été ensevelie en quelques minutes. La coulée brûlante a recouvert la ville si rapidement que sur le tableau noir d'une école, il reste un devoir inachevé et que dans les bureaux, des disquettes reposent encore sur les tables, recouvertes d'une épaisse couche de cendres grises. Ce ne sont pas les anciennes Pompéi, cela s'est passé en 1997, et le volcan qui en est responsable. Imaginez une minuscule île caribéenne perdue dans les eaux chaudes entre Porto Rico et le Venezuela. Une mer turquoise, du sable d'un blanc immaculé, des palmiers penchés sur la promenade et une petite capitale accueillante du nom de Plymouth, où tout le monde se connaît, où le reggae s'échappe des bars le soir et où l'on vend du poisson frais et des fruits tropicaux au marché. Cette île s'appelait Montserrat et c'était un véritable joyau des Caraïbes.
À tel point que des stars mondiales, Sting, Elton John, les membres du groupe The Police, venaient y enregistrer leurs albums dans un studio local niché à l'ombre du volcan. Le volcan. C'est précisément de lui qu'il convient de parler plus en détail. Le mont Soufrière Hills dominait Plymouth tel un géant silencieux, couvert d'une dense végétation tropicale. Il était silencieux depuis 400 ans. 4 siècles de calme absolu, pendant lesquels environ 16 générations se sont succédées et aucune d'entre elles n'a vu de la montagne autre chose qu'une silhouette pittoresque au coucher du soleil. Les gens s'étaient tellement habitués à son silence qu'ils considéraient le volcan comme un simple bel élément du paysage, pas plus dangereux que les nuages au-dessus de son sommet. En juillet 1995, la montagne s'est réveillée. Au début, cela semblait presque anodin. Des cendres ont commencé à s'élever du sommet, se déposant lentement sur les toits et les capots des voitures, comme une chute de neige grise en plein été tropical. Puis, des éjections plus importantes ont suivi. Les autorités ont ordonné l'évacuation de la partie sud de l'île, mais beaucoup d'habitants ont accueilli cette mesure avec scepticisme. 400 ans de silence avaient convaincu les gens que la montagne allait simplement tout sauter un peu avant de se rendormir. La montagne ne s'est pas rendormie. Pendant 2 ans, elle a accumulé sa force, crachant toujours plus de cendres et de gaz, augmentant la pression en son sein comme une gigantesque chaudière sous laquelle quelqu'un, lentement mais sûrement, augmentait le feu. Et puis, en 1997, s'est produit l'événement dont on se tait encore aujourd'hui sur cette île quand le sujet est abordé, la coulée pyroclastique. Ce n'est pas de la lave qui coule lentement et dont on peut s'éloigner à pied. C'est une avalanche brûlante de gaz surchauffé, de cendres et de débris rocheux dévalant la pente à 100 km/h. La température à l'intérieur de cette coulée atteint 400 degrés. Tout ce qu'elle touche cesse instantanément d'exister sous sa forme antérieure. Le bois s'embrase sans même avoir le temps de fumer. Le métal se déforme, le verre se fissure sous le choc thermique, et cette coulée s'est abattue sur Plymouth. La ville n'a pas été détruite au sens habituel du terme, elle ne s'est pas transformée en ruine comme après un bombardement ou un tremblement de terre. Plymouth a été littéralement ensevelie, recouverte, enfouie, engloutie. La couche de cendres volcaniques et de boue brûlante atteint par endroits 12 mètres. 12 mètres, c'est la hauteur d'un immeuble de 4 étages. Cela signifie que vous pouvez vous tenir debout sur une surface qui ressemble aujourd'hui à un paysage lunaire sans vie, gris et plat jusqu'à l'horizon, sans même soupçonner que juste sous vos semelles se trouvent les toits des bâtiments. Pour regarder par une fenêtre du 2e étage, il suffit de s'accroupir car le rez-de-chaussée, le trottoir devant lui et toute la rue sont cachés sous une épaisse couche de linceul gris. Les rares chercheurs qui ont réussi à pénétrer dans des bâtiments partiellement préservés décrivent tous la même chose. #atmeta, pause, sec, 0,2. La sensation que le temps dans cette ville s'est arrêté, exactement ce jour-là, de 97, et n'a pas bougé d'une seule seconde depuis. Dans les bureaux, sur les tables, se trouvent des piles de documents et des disquettes d'informatique recouvertes d'une épaisse couche feutrée de poussière grise. Dans les magasins, sur les étagères, se dressent des bouteilles de soda et des rangées de conserves dont les étiquettes ont décoloré au point d'être illisibles. Atmeta, pause, sec, 0,3. Dans l'une des églises de la ville, que la coulée a miraculeusement épargnée, des livres de prière ouverts reposent encore sur les bancs de bois. #META, pause, sec, 0,2. Et les pages sur lesquelles ils sont ouverts sont exactement celles que les fidèles lisaient pour la dernière fois. Dans une école, sur le tableau noir, un devoir est écrit à la craie, que l'enseignant avait donné à ses élèves et qu'aucun d'entre eux n'accomplira jamais. Aujourd'hui, Plymouth se trouve dans une zone d'exclusion totale. L'accès n'est autorisé que sur laissez-passer spéciaux et uniquement sous escorte policière. #atmeta, pause, sec, 0,2. Car le volcan Soufrière Hills est toujours actif. Il peut produire une nouvelle coulée à tout moment, dans 1 an, dans 1 semaine, dans 1 heure, personne ne le sait. Des capteurs sismologiques surveillent la montagne 24 heures sur 24, mais prédire son comportement avec une exactitude absolue dépasse les capacités de tout instrument sur la planète. L'île de Montserrat a perdu les 2/3 de sa population. Les gens sont partis en abandonnant tout ce qui ne tenait pas dans une valise. Les albums photos, les livres préférés, les meubles accumulés au fil des générations. Une capitale entière, avec ses bâtiments gouvernementaux, ses banques, son port et son aéroport, a tout simplement disparu sous un linceul gris. #atmeta, pause, sec, 0,2. Et à sa place règne désormais un paysage de désolation, ressemblant davantage à la surface d'une autre planète qu'à l'ancien paradis caribéen. #meta, pause, sec, 0,7.
Plymouth est sans doute le rappel le plus éloquent et le plus impitoyable de qui est le véritable maître sur cette planète. Nous pouvons ériger des gratte-ciel, lancer des satellites, concevoir des villes pour 1 million d'habitants et construire des châteaux à des centaines de milliers de dollars. At meta pause sec 0,3. Mais quand la Terre sous nos pieds décide de se manifester, toutes nos réalisations se transforment en poussière en un court instant. La pierre, debout depuis 1000 ans, glisse dans le précipice. Le feu, allumé par imprudence, brûle pendant des siècles. Et un volcan, silencieux depuis 400 ans, ensevelit une ville entière plus vite que vous ne mettrez à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Nous avons parcouru le chemin depuis des centaines de châteaux identiques dans une vallée turque où le silence pèse sur les oreilles. En passant par une métropole étincelante sans un seul habitant, par une forteresse médiévale trahie par sa propre falaise, par une ville où la terre brûle depuis 60 ans, et nous nous sommes arrêtés ici, sur une île où la capitale d'un État repose sous 12 mètres de cendres. 5 histoires totalement différentes, mais une seule conclusion. Tout ce que nous construisons est temporaire. Et la seule chose que nous puissions faire, c'est apprécier ce que nous avons tant que la terre sous nos pieds se tient tranquille. Écrivez en commentaire dans lequel de ces 5 lieux vous oseriez passer la nuit si l'on vous offrait 1 million de dollars pour cela. Si cette vidéo vous a plu, soutenez-la avec un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochains voyages à travers les endroits les plus extraordinaires de la planète. Prenez soin de vous et à très bientôt.